Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue donc à ce webinaire sur le programme Cohésif, le programme de cohorte pour l'évaluation des effets sanitaires et incidences des fonderies. Je suis Sylvain Margot, je suis le co-responsable de ce programme au sein du Fonds de recherche du Québec. Avec moi, je voudrais vous présenter Maxime Baudouin, qui est maintenant co-responsable de ce programme. Donc, nous serons tous les deux vos interlocuteurs pour les prochains mois. Je voudrais vous présenter également Michael Bernier, qui est le coordonnateur développement de programme et de partenariat. Cindy Lalonde, que certains d'entre vous connaissent déjà, qui est la responsable du programme Précise, qui est le premier volet d'appel de proposition de l'ONIX, dont je vous présente le directeur, Daniel Proux, qui nous fait le plaisir de se joindre à nous aujourd'hui. Daniel, donc directeur de l'ONIX. Je ne me tenterai pas de d'énoncer l'acronyme parce que c'est certainement un échec de ma part, mais il saura le faire et le présenter bien mieux que moi tout à l'heure, lorsque je lui céderai la parole. Alors, sans plus attendre, je vous propose de commencer avec ce webinaire et la présentation des règles de programme. Je vous encourage également à poser vos questions, soit dans le questions et réponses, soit dans l'espace de dialogue. Nous n'y répondrons par contre qu'à la toute fin, de façon à bien différencier la partie de présentation des règles et la partie questions de votre part. Bien, alors. Donc, je vous ai déjà présenté toute l'équipe. Nous allons pouvoir donc passer au plan de la présentation. Donc, nous commencerons avec une présentation du contexte, donc par Daniel, encore une fois directeur de l'Observatoire national des incidences des émissions de contaminants sur la santé et l'environnement. Puis ensuite, nous passerons à la présentation des règles de programme en tant que telles. Donc, les objectifs, financement, composition des équipes, les principales étapes, comment préparer votre demande. Nous ferons également un détour par les documents exigés, les critères d'évaluation et nous terminerons, je céderai la parole à Sandy, avec la présentation des demandes qui ont été financées dans le cadre du concours Précise, qui est en fait le premier appel d'offres de l'ONIX. Nous terminerons avec la période de questions et de réponses. Commençons avec les objectifs du programme. Pardon, excusez-moi. On va commencer avec le contexte. Donc, je vais céder la parole à Daniel. Pardon, Daniel. Pas de problème. Merci, Sylvain. Je vais partager mon écran. Donc, ça devrait fonctionner, j'imagine. Donc, revenir très, très rapidement sur la mission de l'ONIX, son objectif. Donc, l'ONIX a été créé en 2023, dont les activités commencent en 2024 avec une enveloppe totale de 10 millions de dollars. Je vais expliquer un petit peu là, comment ça se dessine. On en a parlé un peu là, avec le programme qui ont déjà été développés. Notre objectif très simple, donc de regrouper... Je vais enlever des notifications, de regrouper, diffuser des connaissances scientifiques entourant les enjeux de fonderie. On est là aussi pour concerter de manière interdisciplinaire, travailler avec la communauté, les communautés, les différents intervenants d'un dossier aussi complexe que celui de Rouyn-Noranda, notamment, et fournir des informations neutres et crédibles à ceux qui en auraient besoin. Dans ce contexte, donc l'ONIX, c'est quoi en termes de structure? C'est essentiellement 3 personnes, moi-même, le directeur et 2 agents de recherche. Donc, un est spécialisé en sciences des données, l'autre en gestion de l'information. L'objectif ici est de pouvoir venir appuyer le développement des recherches avec des matériaux de base, donc des données et de l'information, et donc d'accélérer les travaux qui se font autour de ça, mais pour tout le monde qui veut faire de la recherche dans les contextes qui nous concernent. Comme je disais, donc, sur l'enveloppe totale, il y a 7,5 millions de dollars qui sont destinés à des appels à projets. Le premier appel précis, on va
revenir avec la présentation. Donc, c'est un appel qui avait un coût total de 3,2 millions de dollars. Il y a 5 projets qui ont été financés. On est dans un deuxième appel. J'ai mal fait un copier-coller, j'ai remis précise, il fallait que j'écrive cohésif. Donc, pour la cohorte pour l'évaluation des effets sanitaires et incidences des fonderies. Je vous donne un petit rappel de qu'est-ce qui était précise. Il y avait 2 grands volets. L'évaluation des risques d'un côté, vous allez trouver ces documents-là facilement en cherchant précise FRQ sur Internet. Donc, l'évaluation des risques sur la santé, le mieux-être d'un côté. De l'autre côté, les dynamiques et profils d'exposition. Et donc, c'était les thématiques générales. Puis, je voulais revenir un petit peu sur l'historique. Donc, pourquoi le deuxième appel consiste au développement d'une infrastructure. C'est que on a bien vu aussi avec l'appel précis qu'il y a eu un fort engouement autour du premier appel. Et pour nous, il est important de développer une manière de favoriser de la recherche, donc non seulement ponctuellement avec des sujets spécifiques, mais aussi de manière un peu plus transversale et longitudinale dans le temps, d'où le développement de cette infrastructure de données et d'informations qui doit être au service essentiellement de la communauté de recherche. C'est aussi un souhait, donc je n'ai pas présenté, mais le Conseil scientifique de l'ONIX, cette idée d'infrastructure au service de la recherche et de la compréhension des complexes des enjeux à Rouyn-Noranda est quelque chose qui a été énoncé là, dès le tout début des travaux du Conseil scientifique de l'ONIX. Donc, c'est vraiment un souhait, puis je vais revenir sur des petits éléments historiques. Par rapport aux préoccupations de terrain, rappeler des petites choses, mais s'il y a des gens qui veulent nous contacter, discuter, comprendre la complexité de ce dossier-là, on est ouvert, ça nous fera plaisir de discuter avec vous de tous les enjeux contextuels et complexes autour du dossier. Donc, dans les préoccupations de terrain, il faut vraiment comprendre que l'arsenic est une préoccupation, mais ce n'est certainement pas le seul métal émis ici dans la communauté, notamment tout ce qui concerne les opérations de recyclage, les effets synergiques et les particules ultrafines sont aussi des préoccupations mentionnées. Il y a vraiment un souhait de travailler avec la communauté locale ici, la diversité des acteurs. Donc, il y a vraiment une sensibilité de comment s'arrimer avec la communauté. Il faut comprendre que il y a toujours dans cet esprit de communauté, il y a vraiment une idée il faut venir dans la communauté, il faut travailler avec les gens et la population ici, mais il faut surtout le faire d'une manière de s'assurer que la population ne se sente pas cobaye de tous ces projets de recherche. Il faut comprendre que depuis les années 80, Rouyn-Noranda est, je vais le formuler comme ça, un terrain de jeu pour la recherche. C'est un endroit très spécial en fonction des émissions, mais il y a tout un enjeu de perception et de rapport avec les communautés autour de ça. Et donc, il y a une sensibilité à y avoir, vraiment faire attention dans le développement de cet appel-là, que la population ne se sente pas simplement comme un cobaye, mais bien participe directement. Donc, tout le travail aussi de collaboration avec d'autres initiatives qui ont déjà en cours, ce sont des éléments qui sont vraiment importantes. Des éléments importants. Donc, le partage des communications, des données, puis bien évidemment de participer, de s'intéresser un petit peu à ce que l'ONIX ont fait, puis j'ai envie de dire, mobiliser la structure qu'on a à votre service. Dans les éléments qu'on a développés, on a développé un tableau de bord de données. Vous pourrez aller voir sur notre site web. Il s'appelle TRACE, le tableau de bord des rejets d'agents de contaminants et de l'environnement. C'est une manière de visualiser de la donnée. Ultérieurement, avec d'autres résultats de recherche, d'autres tableaux de bord pourront aussi être développés. C'est une manière de pouvoir donner accès à des informations complexes à la population notamment. On voit des gens même un peu plus spécialisés. On a un dépôt de données. Vous cherchez des données qui ont déjà été rassemblées, rendues interopérables, travaillées, qui sont fiables. Vous pouvez aller sur notre dépôt de données. C'est un endroit où vous pouvez aller chercher. Vous donnez un exemple de quelque chose qu'on a ajouté récemment. On a ajouté un dataset entourant les données de biosurveillance du plomb et de l'arsenic notamment, mais qui ont été faites en 1979. Donc, on est allé extraire les
données de vieux rapports et on les a transformées en fichiers CSV pour qu'elles puissent être peut-être utilisées, exploitables, mais au moins avoir une idée de ce qui s'est déjà fait dans le passé. Et on travaille aussi un catalogue de documents qui est malheureusement pas encore en ligne et qui va rassembler des milliers et des milliers de documents et qui est une source, un endroit pour trouver de la documentation, mais on peut aussi nous contacter directement pour vous aider de ce côté-là. Il va y avoir aussi toute une interface avec la communauté, avec Villes et Villages en santé. L'acronyme VVS, c'est Villes et Villages en santé Rouyn-Noranda. Il y a une personne qui va être financée sur le terrain 3 jours par semaine via l'Onyx et cette personne-là va servir justement de travailler avec l'interface de la communauté. Il n'est pas encore embauché, mais c'est un processus qui est en train de débuter actuellement. J'achève, Sylvain, pour le contexte de santé, je voulais rappeler deux petites choses, donc notamment une par rapport à la question un peu épidémiologique, le suivi à plus long terme des populations. Donc, dès 1993, dans un rapport fait par Santé Canada, on indiquait dans les recommandations qu'il serait pertinent justement de faire un suivi épidémiologique de la population. C'est quelque chose qui n'a jamais été mis en place ni par le gouvernement, ni d'aucune autre façon. Il y a eu des études ponctuelles. Je vais y revenir avec une petite bibliographie qu'on va vous envoyer là aussi après la présentation. Mais donc, il y a ici, il y a un souhait aussi dans la population qui sait que ce type de recommandation-là a été fait. Donc, il y a quand même, pour un certain nombre de personnes qui connaissent ce dossier-là, un souhait d'aller dans cette direction-là. Plus récemment, en lien avec, j'ai envie de dire, plus les enjeux plus réels, pas nécessairement réels, mais immédiats. Donc, il y a eu des communications en lien avec l'augmentation des délais de la fonderie pour l'atteinte de cibles. Et ici, donc, la directrice de santé publique de l'Abitibi-Témiscamingue rappelait que non seulement il y a une question sanitaire qui est présente dans le fait d'augmenter les délais, mais aussi toute la question de la confiance de la population envers les autorités gouvernementales et ce que ça fait d'un point de vue plus social sont des éléments importants à prendre en considération dans les questions de santé. J'ai mis une petite photo là, avec quelques livres concernant la chose. Je vais vous donner une petite bibliographie annexe là, que je vais ajouter là, à la présentation que Sylvain pourra vous transmettre. Fait quelques pages, mais donc, et c'est vraiment une sélection. C'est loin d'être la bibliographie complète. Si quelqu'un veut vraiment aller plus loin, a besoin de documentation, je l'invite vraiment à nous contacter. Il y a Caroline qui est d'ailleurs en ligne avec nous et qui va écouter vos questions. Mais si vous avez vraiment besoin des documents, n'hésitez pas à nous contacter. Je voulais revenir sur le contexte général actuellement, donc juste simplement rappeler une phrase simple en lien avec les tendances en arsenic. Les tendances en arsenic actuellement sont en baisse. C'est-à-dire que le contexte d'exposition des populations, actuellement, il est à la baisse. Et donc, les concentrations, des fois avec des chiffres assez surprenants qu'on a pu voir des fois dans des documents ou qui sont rappelés par les médias ou des citoyens, correspond, oui, à une exposition du passé de la population, qui est tout à fait réelle, mais il faut comprendre que dans la question actuelle, les concentrations ont baissé, donc c'est une réflexion qu'il faudra prendre en considération dans la structure des données qui pourraient être collectées étant donné ce contexte de diminution des expositions en arsenic. Je vous ai mis 2 écoles ici. Je vous mets 2 autres écoles là, qui sont proches du quartier Notre-Dame, ici avec des expositions au plomb, qui, elles, sont un petit peu plus stables, mais vous voyez là que tout a été tiré un petit peu par en haut là, avec des données très élevées en 2017. Sur la situation de Rouen, ici, j'ai mis des chiffres. Donc, on a les concentrations dans l'air qu'on mesure, mais il y a aussi ce qui sort des cheminées. Ici, je vous ai mis quelques émissions là, des cheminées. Par exemple, pour le plomb, bon, il y avait 58 tonnes de plomb qui sont sorties en 2023 des cheminées de la fonderie et 11 tonnes d'arsenic. Et pourquoi c'est une population clairement prioritaire pour l'exposition aux métaux? Ben, c'est que 97% des émissions d'arsenic émises par des entreprises du Québec sont à Rouyn-Noranda. On parle de 85% pour les émissions de cuivre, 63% pour le plomb, 52% pour le cadmium, etc., etc. Donc, c'est vraiment
un endroit où les expositions sont disproportionnées par rapport à l'ensemble des émissions du Québec, voire même du Canada. Et il y a tout un passif environnemental. Donc ça, c'est aujourd'hui, c'est le portrait d'aujourd'hui. Mais le passif environnemental, lui, ne doit pas être négligé dans la réflexion autour de cette infrastructure. Ici, c'était simplement pour vous montrer un peu la proximité entre la fonderie et le quartier Notre-Dame qu'on voit ici au sud. Mis quelques distances ici, vous pourrez regarder un peu plus attentivement. Et j'attire votre attention de ne pas confondre la ville-centre de Rouyn-Noranda ici, donc la MRC de Rouyn-Noranda, qui s'appelle Ville de Rouyn-Noranda. Donc, donc ça, c'est la MRC, donc la ville, le périmètre urbain, urbanisé où il y a la fonderie ici. Ça, c'est 23 993 personnes selon le dernier recensement de Statistique Canada. À ne pas confondre avec la MRC de Rouyn-Noranda qui fait plus de 100 km par 100 km. C'est une information à ne pas confondre et qui est réellement confondue puisque la MRC s'appelle Ville de Rouyn-Noranda. Donc, à faire très attention dans la chose. Des petites photos pour vous montrer un petit peu à quoi ça pouvait ressembler à une époque, à la fin, avant des mesures qui ont vraiment amélioré, donc avant 1990. Donc, c'est des choses que la population ici voyait, donc des gens qui ont habité avant 1990 à Rouyn-Noranda. Et le site de la fonderie aussi, ça c'est en 1979. Ça vous donne une idée de d'où on part, où on est, mais aussi que si on regarde rétrospectivement cette population de Rouyn-Noranda, ben, elle a été dans cet environnement-là. Voilà, j'arrête ici. Merci beaucoup, Daniel, pour la présentation et la mise en contexte nécessaire pour bien saisir tous les enjeux et toutes les implications de cet appel de proposition. Je vais continuer maintenant, si vous le voulez bien, en revenant aux règles de programme en tant que telles, et on va commencer avec les objectifs du programme. Donc, les objectifs, vous pourrez le regarder sur la page des règles de programme. J'ai ici résumé rapidement quelques points. Donc, premier objectif, il s'agit de mettre en place et de soutenir une infrastructure de recherche sous la forme d'une cohorte longitudinale et d'une biobanque. Et le but de cette infrastructure, c'est d'étudier et d'évaluer les associations entre la santé des individus et leur exposition aux contaminants d'origine industrielle. Donc la priorité, naturellement, ce sera les populations vivant ou ayant vécu à proximité de la fonderie de Rouyn-Noranda, mais il est possible d'étendre à d'autres contextes industriels au Québec. Il est important que l'infrastructure soit capable de s'adapter aux besoins changeants des communautés et surtout qu'elle s'arrime aux initiatives gouvernementales et scientifiques de surveillance populationnelle qui pourraient être déployées ou qui sont planifiées à très courte échéance. Les données qui seront recueillies dans le cadre de cette infrastructure devront sans s'y restreindre donc inclure un historique résidentiel, professionnel et médical, documenter de façon longitudinale l'état de santé des personnes et les facteurs de risque, comporter des échantillons biologiques et environnementaux permettant l'évaluation des expositions et des effets sanitaires potentiels, prévoir un jumelage avec d'autres sources de données existantes, notamment des bases médico-administratives et environnementales. Surtout, on revient là-dessus, on insiste, s'arrimer aux études de biosurveillance qui pourraient être déployées et étendre les cohortes de ces dernières en fonction des besoins de l'infrastructure. Et également permettre de recontacter des personnes participantes pour des collectes de données ultérieures ou complémentaires. Donc ces points-ci sont nécessaires dans le cadre de cet appel de proposition, mais il peut y avoir d'autres usages des données naturellement. En ce qui concerne le financement de ce programme, donc nous avons un budget maximum de 1 975 000 sur un maximum de 5 ans. Il est possible pour les chercheurs et chercheuses de statut 3 collégial d'aller chercher jusqu'à 20% du salaire brut en dégagement salarial. Et également tout ce qui concerne les frais indirects de recherche, le plus 27%, hors soutien salarial, puisque naturellement, ça c'est une catégorie comptable à part.
La composition des équipes. Donc, excusez-moi, on dirait que les informations ont disparu. Donc, obligatoirement, un chercheur principal, statut 1 ou 2 des RGC, des règles générales communes. Je ne reviendrai pas sur les statuts 1 ou 2 des règles générales communes. J'imagine que vous les connaissez déjà. Si ce n'est pas le cas, on prendra un temps après la présentation pour que je revoie avec vous les critères. Également, cette personne-là sera obligatoirement associée à un co-chercheur ou une co-chercheuse, statut 1, 2 ou 3 des règles générales communes. Vous pouvez vous adjoindre autant de co-chercheurs et co-chercheuses que vous le voulez, statut 1, 2, 3, également 4A ou 4B, sans restriction de nombre. Il est par contre obligatoire que vous soyez associé à au moins une biobanque québécoise. C'est une condition nécessaire pour cet appel de proposition. L'inclusion des personnes de milieu de pratique et de citoyens et citoyens partenaires constitue une valeur ajoutée. Vous trouverez les formulaires de participation dans la boîte à outils. Nous y reviendrons tout à l'heure. Et enfin, vous pouvez avoir des collaborateurs et des collaboratrices sans restriction de nombre également. Les principales étapes sont simples. Il n'y a pas de prédemande dans le cadre de cet appel de proposition. Donc, le webinaire du 11 juin, c'est aujourd'hui. La demande, la date limite de soumission sera le 12 novembre 2026 à 16 h et les résultats seront annoncés en janvier 2027. En ce qui concerne la préparation de votre demande, donc, vous avez la page des règles de programme cohésif déjà en ligne et vous avez normalement tous les documents nécessaires dans la boîte à outils pour pouvoir remplir votre formulaire de demande. Le formulaire de demande se passe sur la plateforme FRQNet, dans le portfolio FRQ. Ça ne devrait, pour les personnes qui ont déjà déposé des demandes de subvention, ça devrait être comme d'habitude. Toutefois, n'hésitez pas à nous écrire si jamais vous constatez qu'il y a des problèmes. Nous sommes là pour ça. Malheureusement, il n'y a pas d'accès comme avant, puisqu'on a une nouvelle interface, comme vous le savez, FRQNet 2.0. Vérifiez bien avant de commencer que vous avez actualisé votre profil de l'ancienne plateforme à la nouvelle si ce n'est pas le cas. Sinon, vous risquez d'avoir des petits soucis de connexion. N'hésitez pas à m'écrire à moi ou à Maxime pour vous accompagner là-dedans. On vous guidera pour justement activer votre profil dans la nouvelle plateforme. Une fois que vous avez accès à la nouvelle plateforme, vous avez donc à aller à l'ancien portail FRQNet ici, sélectionnez portfolio électronique, et là vous retrouverez l'interface que vous connaissez, et vous trouverez donc le programme cohésif dans le portail santé. Les documents exigés, je vais prendre le temps de passer à travers si vous le voulez bien. Donc, pour le chercheur ou la chercheuse principale, donc le formulaire électronique, naturellement, on vient de voir comment y accéder. La description du projet en 10 pages maximum, référence bibliographique 3 pages, le rôle des membres de l'équipe sur 5 pages, un échéancier détaillé sur 3 pages, également les objectifs de santé durable, à moins que je ne dise une bêtise, normalement, je demanderai à mes collègues de m'interrompre si jamais je confonds avec un autre programme, mais les objectifs de santé durable, normalement, ne tombent pas dans l'évaluation, c'est pour nous à usage interne. Vous avez également à remplir le nouveau CV FRQ, qui est un CV descriptif. Vous trouverez le gabarit dans la boîte à outils. Le complément d'admissibilité, également disponible dans la boîte à outils. Jusqu'à 10 pages pour ce document-ci. Un justificatif budgétaire de 3 pages. Vous devrez également décrire les transferts de connaissances et la manière dont vous comptez mobiliser les connaissances sur 2 pages. Et le chercheur principal devra récupérer les CV FRQ et les compléments des co-chercheurs et co-chercheuses pour en faire un seul document qu'il soumettra
donc pour tous les statuts 1, 2, 3, 4A, 4B, 4C. Si jamais vous avez d'autres sources de financement, à ce moment-là, naturellement, nous en faire la déclaration si applicable. Également, il faudra joindre la lettre d'appui de l'établissement gestionnaire, la lettre de la ou des biobanques associées, donc obligatoirement vous devez en avoir une puisque vous êtes obligé de vous associer à au moins une biobanque québécoise, et pour les personnes citoyennes, donc un formulaire d'intérêt pour les personnes qui participent. Si vous choisissez de ne pas associer de personnes citoyennes, il vous faudra à ce moment-là expliquer clairement et justifier votre choix dans un formulaire de non-inclusion. Le gabarit est également disponible dans la boîte à outils. Il se peut également que vous ayez une recherche dans un établissement autre que votre établissement gestionnaire. À ce moment-là, on va vous demander une lettre d'appui de cet établissement où se déroulera la recherche ou des établissements si celle-ci est répartie entre différents organismes. Et naturellement, si jamais vous avez des partenaires et des collaborateurs ou collaboratrices, nous aimerions des lettres de ces derniers et dernières. Je pense que nous avions mis la limite jusqu'à 5 lettres. En ce qui concerne les autres membres de l'équipe, donc, pour les statuts de 1, 2, 3, 4A, 4B, 4C, nous allons vous demander un CV FRQ. Le gabarit est disponible dans la boîte d'outils des règles de programme. Complément d'admissibilité également. Et le formulaire de consentement uniquement pour les co-chercheurs de statut 1, 2, 3, 4A et 4B. Les co-chercheurs et co-chercheuses de statut 4E, donc les personnes citoyennes, n'auront à soumettre que le formulaire d'intérêt et les collaborateurs et collaboratrices que les lettres d'appui. Tous ces documents seront à remettre au chercheur ou à la chercheuse principale afin qu'il ou elle les associe à la demande et au formulaire électronique qu'il nous sera soumis à la fin. Alors, en ce qui concerne le consentement, c'est pas toujours facile de savoir où aller chercher, mais en fait, c'est dans le portfolio secteur santé. On a vu comment y accéder tantôt. Vous voyez que vous avez sur le menu qui figurera à votre gauche l'onglet Mes formulaires et normalement, vous aurez, si vous avez été associé en tant que co-chercheur ou co-chercheuse, le cadre suivant avec Cohésif. Qui vous demandera en fait de venir valider votre participation au projet de recherche. L'évaluation en tant que telle. Alors, je rappelle le cadre dans lequel se déroule une évaluation. Donc, je rappelle qu'il s'agit d'un comité évaluateur qui sera choisi par nous-mêmes, le Fonds de recherche du Québec. Les membres seront choisis parmi les pairs des milieux collégiaux, industriels et universitaires. On pourra éventuellement faire appel, si nécessaire, à l'avis d'experts externes. Et pour être recommandé, une demande, en fait, dans le cadre de ce concours-ci, devoir obtenir une note globale minimale de 75%. Les critères d'évaluation, j'espère que vous les voyez, ils sont écrits un petit peu petits, mais de toutes les façons, je vais passer à travers chacun d'entre eux. Donc, vous avez 5 grandes parties. La première concerne l'établissement de l'infrastructure, la deuxième, la gestion des données et des échantillons, la troisième, la faisabilité et le budget associé à ce projet, la quatrième, l'accessibilité de l'infrastructure à la communauté de recherche, et la dernière, en fait, l'équipe. Pour l'établissement de l'infrastructure, vous avez 6 critères. Le premier, on revient encore une fois là-dessus, c'est très important, c'est l'arrimage avec des initiatives existantes ou à venir, et cela inclut au moins une biobanque et ou cohorte québécoise. Deuxième critère, sous-critère, pertinence de la sélection des échantillons et données. Troisième sous-critère, stratégie de recrutement des personnes participantes. Ensuite, plan de collecte adapté à la portée géographique. Adaptation et évolution des outils de collecte,
Et le dernier sous-critère de cette première partie, modalité d'implication de la communauté, mécanisme favorisant l'acceptation sociale et plan de communication sur les activités de la biobanque et de l'infrastructure de données. En ce qui concerne la gestion des données des échantillons, donc 3 sous-critères ici aussi. Donc, premièrement, la cohérence du modèle de gouvernance sera évaluée avec la cohérence du modèle de gouvernance avec le plan de gestion des données sera évaluée, ainsi que le plan de conservation des échantillons et de gestion de données en adéquation avec les principes FAIR. Et dernier sous-critère, le plan de contingence et de gestion des risques. En ce qui concerne la faisabilité et le budget, 3 points. Le premier, c'est la démonstration de la faisabilité scientifique, technique et opérationnelle du projet en lien avec les objectifs visés. Le réalisme du calendrier de mise en œuvre et naturellement, justification détaillée du budget. Un point important, c'est l'accessibilité de l'infrastructure à la communauté de recherche. Là, il y a 2 sous-critères qui vont être principalement examinés. Le premier, c'est le plan de partage et d'accès de la communauté scientifique aux échantillons et aux données, en adéquation avec les principes FAIR. Donc là, il y a un recoupement avec la gestion des données des échantillons. Et le deuxième sous-critère, c'est la stratégie visant à garantir une utilisation éthique des échantillons et des données. Enfin, en ce qui concerne les rôles de l'équipe, donc l'expérience et réalisation de chacun des membres en lien avec les infrastructures de type biobanque ou cohorte populationnelle, naturellement, la complémentarité et la diversité des expertises, et enfin la qualité de l'appui des partenaires et des acteurs du milieu pour la mise en place de la cohorte et de la biobanque. Donc, les conseils généraux, naturellement, n'attendez pas la dernière minute. N'hésitez pas à venir nous voir, nous, si jamais vous avez des questions, besoin de soutien ou des choses qui ne sont pas claires. N'hésitez pas également à vous adresser à l'ONIX ou qui pourront proposer des ressources qui pourront vous aider dans le montage de votre proposition. Lisez, suivez les instructions attentivement. Il y a beaucoup de sous-critères d'évaluation. Si jamais il y a des questions concernant les documents, les gabarits, si vous n'êtes pas certain du statut de certaines des personnes que vous mettez dans votre équipe de recherche ou de la place de l'information que vous voulez mettre dans le formulaire, n'hésitez pas à nous contacter également. Donc, vérifiez bien la liste des critères d'évaluation. J'aime bien l'expression « captiver votre auditoire avec une formulation claire et dynamique ». Mettez-vous à la place des évaluateurs, des évaluatrices. C'est toujours mieux lorsque le ton est captivant et que le projet est enthousiasmant plutôt qu'une simple liste descriptive. Faites bien attention également que les différentes sections soient cohérentes entre elles, tant au niveau du contenu que de la formulation. On l'a vu ici déjà, il y a un recoupement au niveau des critères d'évaluation. Faites bien en sorte que votre demande soit structurée de façon à refléter un projet qui est pensé de manière cohérente, globale, en adéquation avec les critères et les objectifs de ce programme. Et n'hésitez pas à faire réviser votre demande par vos collègues et votre établissement, ils sont là pour ça. C'est toujours bien d'avoir un regard extérieur. Ça évite les erreurs de formulation qu'on ne voit plus pour les avoir écrits 15 fois. À partir de maintenant, je vais céder la parole à ma collègue Sandy pour qu'elle vous présente les propositions qui ont été financées dans le cadre du premier appel d'offres de l'ONIX, le programme Précise. Oui, merci Sylvain. Donc, on a pu financer en fait 5 projets dans le cadre du programme Précise. Les annonces ont été faites là, dans le cadre du colloque de l'ONIX le 26 mai dernier. Donc, je vous présente les 5 projets. Sachez que les résumés seront vulgarisés, seront disponibles à partir de lundi prochain sur notre site. Vous avez, lorsque vous recevez la présentation, il y a un lien qui a été ajouté, un lien cliquable pour que vous puissiez avoir accès au résumé entier. Donc, je vous les présente avec un court résumé aujourd'hui. Donc, le projet de James King de l'Université de Montréal, c'est Tendance en temps réel des aérosols, caractérisation physico-chimique et spatio-temporelle de l'exposition de la population à Rouyn-Noranda,
le projet s'appelle Trace RN. Donc, c'est un projet qui vise à mieux comprendre comment les habitants de Rouyn-Noranda sont exposés aux particules présentes dans l'air, comme l'arsenic, le plomb, le cadmium, et qui proviennent principalement des activités de la fonderie Hearne, et aussi comment ces particules se déplacent entre l'extérieur et l'intérieur des maisons, pour ainsi offrir une image beaucoup plus détaillée et précise de la situation réelle vécue par les citoyens. Le second projet financé est celui de Stéphanie Ponty au Cégep de l'Outaouais, Agir 2, approche toxicogénomique intégrée, résistance et résilience, transformer la microbiologie environnementale en outil de santé publique et d'agentivité citoyenne des communautés de Rouyn-Noranda et de Gatineau. Donc, c'est un projet qui vise à étudier les environnements bâtis, les maisons, écoles, garderies, et qui demeure peu exploré pour le moment, malgré que la population y passe pourtant la majorité de son temps. Et en utilisant en fait l'ensemble des micro-organismes présents dans ces milieux intérieurs, le microbiome domestique, comme un bio-indicateur de niveau de contamination par les métaux. Le troisième projet est celui de Dave Saint-Amour de l'Université du Québec à Montréal. Donc, stress et anxiété quand la population industrielle s'en mêle, une étude longitudinale de la santé mentale à Rouyn-Noranda et implantation d'une intervention par l'art-thérapie sociale. Donc, cette étude apportera des données inédites sur les impacts de la pollution industrielle et de l'influence des communications publiques sur la santé psychologique et biologique dans un contexte de crise environnementale. Donc, ensuite, c'est le projet de Audrey Smargiassi à l'Université de Montréal, l'École de santé publique. Donc, respirer autour des fonderies du Québec, comprendre et prévenir les effets de la pollution industrielle sur l'asthme infantile, notamment à Rouyn-Noranda. Donc, le projet vise à comprendre l'influence des divers polluants de l'air, dont les métaux, et le mélange de polluants émis par les fonderies du Québec, et plus particulièrement ceux émis par la fonderie Hearne, sur le développement et les symptômes de l'asthme chez l'enfant. Et enfin, le projet de Vikio, du Centre hospitalier de l'Université de Montréal, en collaboration avec le Centre hospitalier Univers de Sainte-Justine. Donc, Exposome et Santé Cohorte Rouyn-Norandienne, exposant RN. Donc, c'est un projet qui vise à combler le manque de grandes études scientifiques permettant de suivre la population locale sur plusieurs années. Ce projet permettra de mieux comprendre l'impact combiné de l'environnement, du travail et des habitudes de vie sur la santé à long terme. Les participants seront suivis pendant plusieurs années afin d'observer comment divers facteurs environnementaux, professionnels, sociaux et liés au mode de vie influencent leur santé. Et les données recueillies à Rouyn-Noranda seront comparées à celles de Carthagène. Cette comparaison permettra de décrire et de comparer des profils de multi-exposition et d'examiner leur lien avec plusieurs problèmes de santé, notamment les troubles de santé mentale, les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires et également les cancers. Donc, ce sont nos 5 projets qui ont été financés dans le cadre du programme Précise et les résumés comme mentionné tout à l'heure seront disponibles sur notre site web dans la section résultats de concours dès la semaine prochaine. Merci beaucoup, Sandy. Donc, si vous avez des questions, si vous avez besoin de nous joindre, n'hésitez pas à nous écrire. Nous avons une boîte générique dont vous voyez donc l'intitulé ici, frq.onyx. Nous centralisons toutes les correspondances en lien avec l'Observatoire Onyx ici. Et nous sommes, moi et mes 2 collègues, Maxime et Sandy, en fait, responsables de cette boîte. Donc, n'hésitez pas à écrire si jamais l'un de nous n'est pas disponible directement. Les 2 autres se chargeront de vous aider pour vos demandes. Également, si jamais vous avez besoin de contacter Daniel, vous trouverez ici son adresse courriel et il sera un plaisir de vous aider en tant que directeur général de l'Onyx. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit le FRQ ou l'Onyx. L'Onyx a d'ailleurs une infolettre, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Nous vous souhaitons donc une bonne rédaction. Je rappelle que les informations de ce webinaire sont fournies à titre indicatif seulement. En cas de divergence, les règles du programme publiées sur le site Internet du Fonds de recherche du Québec prévalent.
Et maintenant, nous avons assez parlé, il est temps de vous écouter. Si jamais vous avez des questions, mes collègues et moi sommes à votre disposition. La tribune vous est ouverte. Vous pouvez poser vos questions par clavardage ou je pense, comme nous ne sommes pas très nombreux, je pense pouvoir vous donner la parole en personne. Y a-t-il des questions ou est-ce que tout était parfaitement clair? Bon. Eh bien, écoutez, Daniel vous met dans le clavardage donc des liens pour aller Oui, je récupérer des peux. informations. Vas-y, si tu veux les Je peux présenter. expliquer. Là, donc, l'ONIX organise un colloque annuel transversal, multidisciplinaire, transdisciplinaire, prenez le terme qui vous convient, qui consiste à réunir un maximum de chercheurs qui travaillent autour des enjeux de la fonderie. Donc, dans le colloque de 2025, vous avez là, toutes les présentations qui sont disponibles. Le colloque de 2026, les présentations sont en cours de saucissonnage et de mise en ligne, devraient apparaître bientôt. Et donc, vous pouvez là, accéder ou reprendre toutes les communications qui ont été faites dans ce contexte-là. Fait qu'il y a plein de, je pense, si vous n'avez pas pu assister au colloque, là, il y a plein d'informations là, extrêmement pertinentes sur les derniers développements de la recherche autour de ces enjeux. Merci beaucoup, Daniel. Bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vous rappelle que nous sommes toujours joignables par courriel. N'hésitez pas à nous joindre, Sandy, Maxime ou moi-même, ou Daniel, si jamais vous avez besoin de vous référer à l'ONIX. Je vous remercie beaucoup de votre attention et puis je vous souhaite donc une très très belle fin de journée à tous et à toutes.